Dans l'épisode précédent, on parcourait la côte du Bohuslän et on tombait sous le charme de ces petits villages et leur douceur de vivre. Let's go. Nous sommes donc arrivés Au canal de Dasland, je pense. Canal de Dasland. Okay. Qui est normalement assez impressionnant quand il y a un bateau qui passe. Mais forcément, avec notre chance, on n'aura pas de bateau. C'est une écluse, tout bêtement, mais sur un canal et sur un pont en même temps. Donc ils descendent vraiment de niveau, donc c'est assez beau et assez impressionnant à voir. Et donc c'est un pont. Là c'est un canal où les bateaux passent. Et en bas il y a la rivière et c'est un pont. Le canal du Dasland traverse un système de lacs navigables de 240 km de long. Inauguré en 1868 à des fins commerciales, il permettait de charger des bateaux depuis la Norvège et de rejoindre la mer Baltique. Aujourd'hui, l'attrait est avant tout touristique et il est possible de parcourir le canal à bord d'un canoë ou un kayak ou encore un bateau de tourisme de la mi-juin à la fin août. On est ici. Ça c'est le plus grand lac de Suède et en fait ça permet du coup grâce à ça de remonter jusqu'à super haut. Il s'agit, paraît-il, du seul endroit au monde qui réunit à la fois un pont routier, un pont ferroviaire et un aqueduc navigable. Nous partons ensuite à la recherche d'un spot pour la nuit et comme souvent, on emprunte des pistes qui nous emmènent dans des endroits en pleine nature, comme la Suède en compte par milliers. Qu'est-ce que vous faites le soir quand vous êtes à deux seulement en van? Je mets la raclée à Valentin au ski-haut. C'est pas faux. J'espère que ça va changer. Petite vue pas trop dégueulasse. On a quitté la côte du Bohuslän qui était magnifique et maintenant on s'est dirigé vers l'intérieur des terres. La région des Grands Lacs. Voilà, les Grands Lacs, donc vraiment dans le centre. Nous sommes aujourd'hui à un château. Château de Lacko. Ouais, on dirait qu'il est en bord de mer. Eh ben non, Mais en fait, c'est le plus un grand lac de Suède, le lac Vättern. Värend. Son histoire remonte à 700 ans lorsque le premier édifice fut construit au XIIIe siècle avant d'être complètement remodelé en 1615. Il fait super frais. Il fait super frais. Tu dois pas voir que je suis libéré. C'est un des plus beaux exemples de l'architecture baroque suédoise avec coupole, tours et moulures. C'est aussi une des destinations touristiques les plus prisées de la région, puisque le château a été élu en 2001 le plus beau château de Suède. Ouais, ça c'est Valentin qui en a marre de m'attendre et qui avance tout seul. Donc je fais des 2-3 photos. Nous reprenons la route longeant les champs de colza et nous prévoyons un petit arrêt culturel avant d'arriver au parc national de Tiveden. Et nous sommes maintenant arrivés à Forbin, ouais, qui est une reconstitution C'est ça, d'un village avec des maisons typiques. Suédois. Et c'est très mignon, c'est encore une fois super calme. Et c'est surtout Valentin qui voulait absolument passer pour voir ceci. Des mauvaises herbes sur un toit. Des mauvaises herbes, voilà. Une maison avec de l'herbe. Bon, petit problème de taille pour Valentin. Compliqué, c'est petit, c'est suédois. Pourtant maintenant ils sont grands.
L'endroit est assez charmant, mais nous ne savions pas encore que nous verrions ces maisons au toit végétal très souvent durant la suite de notre périple. Nous voici dans notre premier parc national suédois, le parc national de Tiveden. Nous partons pour une randonnée avec Simon et Justine, un couple de voyageurs français sur les routes depuis plus d'1 an. Entre lac et forêt au relief accidenté, la balade est bien aménagée et la nature est omniprésente et apaisante. Le parc national couvre plus de 2000 hectares et est un lieu clé pour la biodiversité, notamment pour l'élan, le lynx et les quelques loups qui y vivent. On se posera quelques jours sur un spot tout proche avec Justine et Simon. On profitera de ce cadre magnifique pour se baigner, faire des feux, échanger sur nos expériences de voyage et simplement prendre le temps. Le lendemain, on se dit au revoir, mais avec la certitude que nos chemins se recroiseront par la suite. Et nous quittons ce beau spot pour prendre la direction de la ville de Vadstena. Et si nous visitons cette ville, c'est d'abord pour son château. Entouré de douves, il fut érigé au XVIe siècle par le roi Gustave et il avait pour rôle de protéger Stockholm d'attaques provenant du sud. Au final, il n'y eut jamais d'attaque et il fut davantage utilisé pour des célébrations comme des mariages royaux. Aujourd'hui, le lieu sert d'archive et de musée et la cour intérieure accueille de nombreux concerts en été. Son imposante façade fait face au lac Vättern. Pourtant, avec le petit port et son immensité, on a l'impression d'être en bord de mer. Où est-on? Je sais même pas le nom. On est au Gotha. Voilà. Attendez, il y a une bouée. Ouais, pas marqué dessus. Ah merde, l'autre était marqué Ah, dessus. c'est Gotha Canal. Gotha Canal, ouais, j'étais bien loin. Gotha Canal, un endroit où il y a 17 écluses qui se Oula, qui se succèdent. succèdent. On est fatigué, hein, faut nous comprendre, c'est pas facile. Le canal de Gotha est surnommé ruban bleu de Suède et représente une prouesse d'ingénierie hydraulique les plus importants du pays. Long de 190 km, il s'étend de Göteborg jusqu'à la mer Baltique. Le canal est muni de 58 écluses et nous sommes plus précisément sur le site de Berg où 17 écluses permettent de franchir les 30 mètres de dénivelé entre le lac et le canal. Le lieu est aujourd'hui davantage un lieu de baignade et de détente. Ils étaient dans l'eau depuis 1843, ils les ont remplacés à l'été 2015. Ouf, si, eh ben, ça tient quand même assez bien. Hein. Bon, dans le fond, c'est bien rouillé, mais en vrai, ça c'est génial. C'est un espace grill qui est mis à côté du lac à disposition. Petite table de pique-nique. Super pratique. C'est pas parce que tu sais pas t'en servir que c'est pas pratique. Joli petit spot pour la nuit. Ouais, à 10 minutes du centre-ville d'une plutôt grande ville quand même pour la Suède. Ouais. Donc dès qu'on sort les villes, c'est un truc de fou, c'est la nature directement. Ouais, donc là on est garé juste là. Il y a des toilettes sèches, des tables de pique-nique et puis il y a des balades, il y a un énorme centre juste là. Gratuit, à disposition avec plein d'explicatifs sur la nature. Il y a un énorme arbre, un mur à insectes. Il y a des petits nichoirs et dans celui là-bas, il y a des oiseaux qui nichent parce qu'on en a déjà vu 2-3 fois rentrer. Les installations suédoises nous impressionnent une fois de plus.
tout est à disposition et rien n'est dégradé, abîmé ou tagué. Alors, nous sommes au Gamla de Linköping, qui est en fait un musée en plein air qui reconstitue un peu le village de l'époque. Donc les premières maisons, elles datent de 1887 à peu près. C'est à la particularité d'être gratuit déjà, ce qui est très bien. Et en plus c'est un des plus grands et il est toujours habité. Donc c'est une super ambiance, il y a plein de petites boutiques. À peu près 90 maisons. Ouais. Enfin, maison-boutique. Maison-boutique, ouais, et on peut toujours entrer dans certains. Ça reconstitue des anciennes banques, anciens magasins. Enfin, c'est super joli. Ouais, très calme, très joli. Donc, on recommande. On avait remarqué quelque chose en Suède, c'est qu'ils mettent de la déco devant toutes leurs fenêtres. Ça va de la lumière à la plante, à des bateaux, enfin, soit. Sauf qu'on se disait, putain, ça doit être chiant parce qu'à chaque fois que tu ouvres ta fenêtre, tu dois tirer tout ce que tu as devant. Et en fait, non. On a eu la réponse sur Instagram par quelqu'un. Et là, on vient de le confirmer. Exemple pratique. Les fenêtres s'ouvrent de l'extérieur, par l'extérieur. Et du coup, ça ne gêne pas. Pas de problème pour la déco. Chaque son, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui y répond. Bon, eh ben on a quitté Linköping et là on s'est dirigé vers un parc national, enfin une réserve naturelle qui s'appelle... Ah. C'est plus. Storduren ou... Quelque chose avec Turen. Turen, ouais. Bon, on vous mettra le nom. Et on fait une petite balade, c'est sur le littoral, il y a des petits ponts suspendus, c'est vraiment super sympa. Nous décidons de parcourir le Abskar Trail qui permet grâce à ces petits ponts suspendus de découvrir 2 îles par une boucle de 2,6 km. Comme d'habitude, c'est toujours bien aménagé et plus on parcourt ces réserves naturelles, plus on y prend goût. La réserve compte aussi un centre dédié à la nature et une tour d'observation. Et voilà, ça c'est la Suède. Sur plein de randos, il y a des petits abris aménagés avec un feu dans des endroits pas trop mal en général. Un arrêt vraiment sympa à faire et à seulement quelques kilomètres de Stockholm. Après cette balade, il est temps pour nous d'aller fouler le pavé de la capitale, Stockholm. Et c'est sous terre que nous commençons nos visites, par plusieurs stations de métro qui ont été aménagées chacune dans un style particulier. On décide ensuite de se rendre au musée Vasa, qui est consacré à l'histoire de ce navire de guerre. Construit en 1628, il coula presque immédiatement à la sortie du port de Stockholm et resta sous l'eau pendant 333 ans avant d'être renfloué. Il est remarquablement conservé puisque 97% de ses pièces sont d'origine. La visite est passionnante. On ira ensuite se perdre dans les ruelles colorées du centre-ville.
Le quartier de Galmastan est l'une des vieilles villes les mieux préservées d'Europe et abrite le palais royal et la cathédrale. C'est enfin l'heure de la fika, et on ne résistera pas à un bon kanelbun, cette fameuse brioche suédoise à la cannelle. Stockholm est énorme, et nous n'aurons finalement que le temps de survoler cette capitale qui a beaucoup d'attrait. On la conseille vraiment pour un city trip. Dans le prochain épisode, on fera encore quelques arrêts, dont certains plutôt insolites en Suède, avant de prendre la direction de la Norvège. Pour la suite de nos découvertes, vous pouvez toujours vous abonner sur YouTube et Instagram.